Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à l'Artistique. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui, on est rentré dans le vif du sujet. L'UNOC arrive, enfin, après toutes ces semaines et tous ces mois de préparation et de conférences, de rencontres dans le cadre de l'Université de l'Océan, on arrive enfin à ce moment clé où tout le monde se réunit à Nice pour réfléchir au futur de l'océan. À vrai dire, on y a pensé toute la journée au futur de l'océan, puisqu'au CUM s'est tenue une journée sur les futurs désirables, avec des workshops la matinée et puis des diffusions l'après-midi publiques, avec cette volonté d'utiliser justement l'art, la création, la culture pour changer de biais, changer de paradigme et essayer de proposer donc des futurs désirables, mais aussi des actions à mener dès aujourd'hui pour justement mener à ces futurs désirables. Donc bon, je m'appelle Adèle Faustinien, je me suis occupée de la programmation de l'Université de l'Océan et je voulais juste vous rappeler, si vous ne le saviez pas déjà, qu'il y a un site internet, c'est annéedelamer.nice.fr, vous avez l'ensemble du programme de l'année de la mer, donc évidemment l'ensemble des conférences dans le cadre de l'Université de l'Océan, mais aussi les expositions de la Biennale des Arts et de l'Océan. Si vous n'êtes pas encore allé dans nos musées, vous avez tort, il faut y aller, absolument. Et je vais céder la parole en fait, à Emmanuel Figuera qui nous accueille ici. L'Artistique a coproduit en fait, ces rencontres avec la Fondation Tara. Et juste, je dis un mot parce que je voulais juste préciser ça. On a eu cette chance incroyable grâce à l'accueil de l'UNOC de pouvoir développer des partenariats avec des fondations extraordinaires, évidemment Tara, TBA 21, que je voulais remercier parce que moi j'ai vraiment beaucoup apprécié cette journée. Aussi Schmidt Ocean Institute avec qui on a développé un contenu qui aura lieu ici demain à 16h. Donc revenez demain à 16h. Voilà, merci. Donc bonsoir à tous, moi je vais être un petit peu plus formelle. En fait, donc ce soir, donc cette conférence dans le cadre de l'Université de l'Océan, comme vous en a parlé Adèle. Donc ce soir, nous sommes pour une nouvelle conférence qui vient clore le cycle de 4 conférences initiées en février intitulées « Porter la voix de l'océan », qui nous a plongé dans l'aventure scientifique et artistique de la Fondation Tara pour les océans. Donc ces 4 rendez-vous exceptionnels, dont certains, je reconnais, ont déjà assisté, ont été composés, donc, comme l'a dit Adèle, par le MAMAC, l'Artistique et la Fondation Tara, pour apporter un éclairage sur les grands enjeux des océans en croisant des regards artistiques, scientifiques, voire philosophiques. Donc pour la conclusion de ce cycle, il s'agira ce soir d'une conférence autour du plaidoyer intitulé L'océan, un trésor à protéger, l'océan sans loi. En effet, comme les forêts, l'océan joue un rôle essentiel dans l'équilibre de la santé du vivant sur Terre. Mais comment régénérer, protéger, gouverner le plus vaste écosystème de notre planète ? Haute mer, législation, ressources moléculaires, territoires extrêmes, pourquoi a-t-on besoin de lois ? Et pour vous en parler et vous en expliquer les enjeux, nous avons le privilège ce soir d'accueillir 2 invités. Martin Alessandrini, chargé de mission plaidoyer et coopération internationale au sein de la Fondation Tara Océan, et Marcus Rayman, directeur de, je vais le dire en français, TBA 21, Académie, Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, auquel je vais laisser la parole. Mais pour ma part, je vous souhaite une très bonne conférence et je vous invite tous les 2 à venir nous rejoindre. Merci. Eh bien bonsoir à tous. Alors vous avez peut-être dû voir que sur les programmes initialement, c'était pas moi qui était prévu, c'était mon collègue André Abréou qui avait un petit problème de transport. Mais je suis ravi d'être avec vous ce soir et de le remplacer. Donc moi je travaille dans la même équipe que André au sein de l'équipe plaidoyer de la Fondation Tara Océan. Et puis donc je suis avec Marcus aujourd'hui pour discuter des enjeux de conservation de l'océan. Je remercie également mon collègue Thomas tout au fond de la salle, puisque Marcus va parler en anglais. Et donc Thomas nous fera une petite traduction simultanée pour que tout le monde puisse comprendre. Sauf si tout le monde est bilingue en anglais ici. Non, donc Thomas n'y échappera pas. Je vais laisser la parole d'abord à Marcus pour commencer. Maybe you want to start the presentation. Yeah. Great.
You're staying back there? Okay, fantastic. So, bonsoir à tous. And that's where it begins and ends. I'm very happy to see so many people here. Je suis très heureux de voir autant de monde ici. So, I'm one of two directors of TBA 21. TBA 21 is a contemporary art and advocacy organization. Je suis un des deux directeurs de TBA 21, qui est une organisation de plaidoyer et d'art. Also use perfect. And so TBA 21 was founded in 2002 by Francesca Thyssen-Monemista, a fourth generation of art collectors. If you have ever gone to Madrid, you might know the Thyssen Museum in Madrid, which was founded by her father. TBA 21 a été fondé en 2002 à Madrid. I continue. Okay, you just speak over me. Okay, fantastic. Maybe shorter sentence, please. Okay, short sentence. Okay, very good. In 2011, in 2010, approaching the 10-year anniversary of the foundation, we were asked to design a new program, and this new program was meant to operate very differently from what we've done before, and it was meant to look at the environment. En 2010, nous avons fêté les 10 ans de la fondation, et donc nous avons développé un nouveau programme. And okay, good. This new program, this was a rather open design brief, no? And so the question was actually, what are the core principles of the foundation and how would this translate into this design brief? And we realized that the foundation did two things that other foundations did not necessarily do. On the one hand, it was creating spaces that facilitated encounters, transdisciplinary, where people could imagine differences. It's too long. Okay. He makes it very short. Can you maybe start I again? repeat. Okay, good. So, two things. One was change, and the other one was transdisciplinarity. La première chose de la fondation TBA 21 et TBA 21 Academy était basée sur le changement et sur la résilience. Exactly. And so instead of thinking about the environment, we landed on the ocean to not only as a geographic feature or an arena where a lot of socioeconomic things collide, but to also help us think from and with change. Et de penser à l'océan non seulement comme un espace géographique et socio-économique, mais également comme un espace de changement. And then on top of that, the ocean, as you may know, covers 72% of this planet, which begs the question, why do we call it Earth? Et comme vous le savez, les océans représentent 72% de la surface de la planète Terre, et donc pourquoi appeler la Terre Terre et en lieu et place de océan? We always think that what we know is usually based on science, but a lot of it is also based on culture and the stories that we tell ourselves. And so therefore, for a long time, we thought that the ocean is too big to fail or too big to be depleted. Et donc pendant de nombreuses années, la connaissance des océans était basée sur la science, mais également sur une connaissance culturelle et sur le préjugé que l'océan était trop grand pour échouer ou même trop grand pour être réparé. And so now this is how we find ourselves in what we now call the Anthropocene Ocean. Et c'est pourquoi à l'heure actuelle, on se retrouve dans l'ère de l'océan anthropocène. And as we now talk about a conservation effort that is possibly the biggest shift in our mindset in the history of humankind, we need to involve other tools than only science. And so therefore, we are a contemporary art and advocacy organization. Et au jour d'aujourd'hui, il est évident que pour protéger les océans, la science ne suffit pas, et c'est pourquoi la Fondation TBA 21 a introduit les paramètres de l'académie et également de la responsabilité des arts dans la conservation des océans.
And so everything that we do is at the core driven by artists, but is inherently collaborative. So I've just brought a couple of figures for you. 217 artists are part of TBA 21's collection, 74 international structural partnerships, 145, this is just in the last year, 145 public programs, 422,000 visitors, 120,000 followers, and 310,000 unique visitors to the website. So please. Et donc justement, la Fondation TBA 21 a mis en place toute une série de programmes et d'initiatives publiques justement pour aider cette conservation des océans à travers une série d'activités avec la série de chiffres que l'on a pu voir dans le slide précédent. But what was important for us from the beginning was not that we sit on land and think about the ocean and then work something that is an imaginary, but that we actually come together on the ocean. And so we would bring artists, scientists, environmentalists, legal experts, and later on more and more indigenous colleagues together on this boat. L'idée n'était pas seulement de penser à propos ou sur l'océan, mais d'être littéralement en occupant l'océan. Et c'est pourquoi toute cette aventure, on va dire, de découverte des océans a eu lieu grâce à ces expéditions qui ont débuté en 2011 à bord du bateau Dardanelles. And so everything that we do is actually inherently shaped by the ocean and our understanding of the ocean, from the ocean. And very much shaped by the communities that we visited, especially in Oceania, that have a very distinct relationship to the ocean, where there is no difference between ocean and land, but ocean and land are siblings and twins. Toute la connaissance de TBA 21 vient et provient des océans et en collaboration avec les communautés locales pour connaître justement la réalité de ces écosystèmes sociaux et culturels. For 10 years, we were, not quite for 10 years, for 8 years we were traveling and itinerant, and it was very important for us to be moving and visiting and bringing this way of working to places that would not otherwise receive scientific lectures and conversations or art exhibitions. Pendant près de 8 ans, nous avons voyagé, et surtout dans des contrées où les expéditions scientifiques n'accédaient pas forcément, et justement où les communautés locales n'avaient pas forcément accès à ces connaissances scientifiques et à la possibilité d'avoir recours à des outils pour connaître mieux leur environnement. And along the way, we facilitated here scientific expeditions and mapping exercises. So this was a 3D mapping of a reef in Vanuatu, or on the other hand, we would facilitate ceremonial acts of indigenous communities, as we did in Fiji, to declare a site a taboo site. Dans la photographie précédente, l'idée était de rapporter justement et d'offrir la possibilité de réaliser une cartographie des fonds marins et plus précisément la barrière de corail du Vanuatu, et également de participer à des cérémonies vernaculaires dans l'île de Fidji. Along the way, and before we ever mounted our first exhibition, we supported a number of creations of conservation sites. One is in Jamaica. This is the one in Jamaica. We worked for a number of years with 22 fisherfolk and the university to create a marine protected area. Et même avant la création du premier programme d'exposition de la Fondation TBA 21, nous avons travaillé justement sur l'implantation d'installations artistiques dans des zones de protection, comme c'est le cas en Jamaïque, sur ce sanctuaire marin. And here we also host an artist in residence program. This is a sculpture by Claudia Comte that, as you can see, is submerged. It's a monument to the fisherfolk that have actually changed their habits to allow the fish population to grow back. But it's also the substrate for coral reef restoration. Et sur cette photo, c'est une sculpture d'une de nos artistes en résidence, Claudia Conte, qui a réalisé cette intervention artistique dans le fond de l'océan en Jamaïque, qui représente justement le phoque marin qui a dû abandonner cette région du monde, mais qui constitue également comme sculpture un support pour le dépôt des coraux. Yeah. So after many years of traveling, we then established a space in 2019, which is in Venice, which we call Ocean Space. Et à la suite de toutes ces expéditions, nous avons créé en 2019 un espace à Venise, Ocean Space.
But we continue always working, like here in Nice, in conjunction and in collaboration with these large framework conferences. And so this is the headquarters of the United Nations in New York, where we did during the General Assembly a big projection done by Superflex. The conference itself, or the General Assembly, was very much about biodiversity and biodiversity collapse. So we wanted to bring the voices of the non-humans to the conference itself. Mais comme l'approche de la Fondation est collaborative, l'intention est de participer également dans les grands forums comme la Conférence générale des Nations Unies. Et sur la photographie précédente, prise de nuit, était la façade du bâtiment des Nations Unies avec une installation audiovisuelle de l'équipe Superflex qui permettait de refléter et de mettre en évidence les êtres vivants non humains et leur conservation. This is Ocean Space, so this is the former Chiesa di San Lorenzo, which was deconsecrated over 100 years ago and was empty and not used for most of the time for nearly 100 years. Ici, Ocean Space, le centre de recherche et d'exposition de TVA 21 à Venise, qui est une ancienne église désacralisée, qui a été désacralisée il y a à peu près un siècle, et qui, depuis lors, n'avait pas reçu d'activité de quelconque type. And we chose Venice for a number of reasons, no? Because on the one hand, we fundamentally believe that artists and art need to be part of this conversation in these transformative processes, in both environmental as well as social. Et nous avons choisi justement Venise pour son infrastructure et aussi le fait d'être à la conjonction des chemins d'artistes et de créateurs qui puissent travailler justement sur des pratiques locales. And so Venice made a lot of sense, no? Venice is on the intersection of exchanges for hundreds of years, no? It's famous for being the end of the Silk Road. It has this very strange habit that it reflects on itself and the world through the lens of art, with the longest running biennial on the planet. But it has also been this intersection of exchanges between ideas, and for many, many years, it was the iconic frontline of climate change in Europe. Et justement, Venise regroupe un peu tous les facteurs de chemin, de croisée pour la scène artistique. Il faut se souvenir que la Biennale des Arts est l'une des plus anciennes existantes au monde, mais également Venise a été au premier plan des évolutions et justement témoin de l'évolution et du changement climatique dans ses propres chairs. This church is also significant because supposedly Marco Polo was buried there. Et supposément Marco Polo serait enterré dans cette même église. So everything that you see white here in the floor, tout ce que vous voyez en blanc sur le sol, was open and full with water because one of the superintendenzas of the city was obsessed with finding Marco Polo, so she dug open the church. Et le superintendant de la ville de Venise, étant donné que c'est une église qui appartient désormais au pouvoir public et à la municipalité de Venise, avait décidé justement de rechercher les restes de Marco Polo et donc avait décidé d'enlever le sol, ce qui avait provoqué une inondation générale de l'église. And so this means that the floors were open, water was inside, the ceiling was crumbling, and the deal that we made with the city was that we would revitalize the church, not restore it to its prior glory, but revitalize it and make it safe for people to enter the church and then reintegrate it into the social and cultural fabric of the city. Et l'intention de la fondation, il faut imaginer que le sol était couvert d'eau, les fresques étaient complètement en ruine, était justement de récupérer cet espace pour en créer un centre sûr pour que les visiteurs puissent le découvrir et s'approcher ou se rapprocher des pratiques artistiques. And everything that we do there is really founded on this belief, that artists need to be participating in these processes to either imagine worlds that we want to inhabit or disrupt the processes that are currently existing in the governance, in the policy process, and in the conservation process. Et justement, cet exemple est un vibrant exemple justement de la philosophie de la Fondation où les artistes sont associés à ces processus d'imagination de futurs possibles, mais également de travail sur les communautés locales. So to make this accessible for as many people as possible,
Every program that we do in Venice is free of charge. It doesn't matter if it's an exhibition, a public program, an educational program, everything is free of charge. And it's bilingual, so it's Italian and English. Et pour nous assurer justement que le public ait accès à ces sources de connaissances à travers les pratiques artistiques, toutes les expositions que nous organisons à Ocean Space, mais également les activités éducatives sont gratuites et sont bilingues en italien et en anglais. As you can see, everybody is wearing masks, so this was during COVID. Ça, c'était pendant la période du Covid. This is what it looked like. So this was an exhibition by an artist called Taloy Havini from Bougainville, from Papua New Guinea. Ici, une vue aérienne de l'exposition de Taloy Havini, qui vient des îles Bougainville. Who was on an expedition with the Schmidt Ocean Institute, who will be presenting tomorrow. Qui a fait partie d'une expédition avec le Schmidt Ocean Institute, avec qui nous serons demain ici présents pour un échange. And because she couldn't travel to Venice, she sent us her island, which is the island of Buka, and the sculpture that you see, there was then also a place to sit, is the shape of her island. Et comme elle ne pouvait pas se rendre à Venise, elle a décidé d'envoyer comme pièce artistique son navire, son embarcation pour les publics de Venise. This is an installation view of Dineo Zeche Bopape, who went to Jamaica on this residency and created this work, which then later came to Paris to the Bourse de Commerce. Et une nouvelle fois, une installation d'une artiste qui a été en résidence avec TBA 21 et suite à cette résidence a pu créer cette œuvre qui a été présentée à Ocean Space à Venise. This is our current exhibition in Venice, so if ever you are coming, you're absolutely welcome to come and visit Ocean Space. This is Nadia Huggins. She's from St. Vincent. The work is called The Shipwreck is Not a Wreck, and it's based on a 3-year research project that she did with geologists, with policymakers, with volcanologists around contemporary emancipatory processes in the Caribbean. Et là, sur cette photo, vous pouvez voir l'exposition actuelle que vous pouvez visiter à Venise, aussi bien de Nadia Huggins, qui a participé à un programme de résidence et de recherche pendant 3 ans avec TBA 21, originaire de Saint-Vincent, et qui travaille sur les questions de décolonisation et des mers Caraïbes. On the other side of the double-sided altar that you saw before is this work, which is Tessa Mars. She's from Haiti. And she was part of this 3-year research project as well. Et cette photo présente la deuxième partie ou la deuxième pièce de l'église San Lorenzo avec une installation de Tessa Mars qui est originaire de Haïti. And as we've been working in this space for a long time, for us, obviously, the United Nations Ocean Conference coming up here in Nice has been a great point to work towards, to make sure that art is part of this conversation as well. Et justement, il paraissait évident que participer à la conférence internationale des Nations Unies sur les océans était un lieu où TBA 21 pouvait apporter son mot à dire, à travers justement revendiquer la place des arts dans le débat public, le débat sur les océans. And therefore, we were very happy when we were invited by the Biennial of Nice to participate in the biennial at the Villa Asson, and invited Tara Ocean Foundation as well as Schmidt Ocean Institute to join us to create this exhibition, Becoming Ocean. Et c'est pourquoi nous étions ravis de recevoir l'invitation de la Biennale des Arts et de la Mer, de la mairie de Nice, ainsi que pour créer cette exposition Becoming Ocean que vous pouvez visiter à la Villa Arson en collaboration avec Terra Océan et Schmidt Ocean Institute. And again, if you haven't seen it yet, I would invite you to come up to the villa. It is a fantastic exhibition with a number of great works. This is Simone Fattal. Et je vous invite vivement à connaître et à visiter cette exposition qui est disponible jusqu'au mois d'août à Villa-Arson avec une série d'artistes, plus de 24 artistes, dont notamment Simone Fattal, dont on a vu la photographie avec les perles. But beyond the exhibition, we have, I think, 20 program points in these days leading up to the conference and during the conference. One of them is this, Oceana Futurismos, is a science fiction prototyping of possible futures through artworks.
Et au-delà de l'exposition que vous pouvez visiter à Villa-Arson, TBA 21 organise plus d'une vingtaine d'activités au cours de la conférence générale des Nations Unies sur les océans, dont notamment cette activité, Oceano Futurismo, qui est un exercice de prototypage à travers la science-fiction pour imaginer les futurs que nous pourrions vivre avec les océans. I would say the common way is to model futures, no? You forecast something. What this is proposing actually is that the collaboration between TBA 21, Radical Ocean Futures, and Infer Studios, which is an artist studio in London, created 3 scenarios based on planetary boundaries. Et l'exercice, généralement, pour anticiper ou pour prévoir le futur, se base sur une modélisation du futur avec une planification du futur. Et cet exercice de Oceano Futurismo, organisé avec donc TBA 21 Academy, Infer Studio, qui est basé à Londres, et Ocean Future, Radical Ocean Futures. And the exercise today was with the general public and policymakers and scientists to actually think backwards, to backcast, to think if these are possible scenarios, which components of the scenarios do we like, which ones are not in the picture, and what are the decisions that we would need to make today to come into this possible future. Et la proposition d'aujourd'hui était justement de travailler sur 3 courts-métrages qui ont été produits justement par Infer Studio et travailler non pas sur une modélisation du futur, mais plutôt de travailler à rebours, le backcasting, qui est une méthodologie pour voir quels résultats pourraient avoir lieu dans le futur et imaginer à travers décideurs politiques, scientifiques, experts et artistes quels seraient les pas à réaliser pour arriver à ce futur désirable. The idea is that the future is not linear and it's not inevitable, but we, all of us together, are participating in creating this future. L'idée derrière cette journée est de dire que le futur n'est pas linéaire et n'est pas inévitable. Nous sommes tous participes et tous responsables du futur que l'on peut construire collectivement. And as I said, to do this, we commissioned 3 films. They're called Mana, Matsya, and Havsra. Et pour cela, nous avons chargé et commandé la réalisation de 3 courts-métrages, Mana, Matsya et Havsra. And they create different possible outcomes in a near future. Et ces 3 courts-métrages ont envisagé des futurs possibles en les mettant en scène et en images. And as I said before, as I started, the idea is that we need to create new narratives and different forms of engagement to actually all go on this journey together and carry it together, rather than imagining that everything that we have to not do is a loss of our freedom. Et justement, l'objectif, comme je le précisais au début, est de créer de nouvelles narratives, de nouvelles histoires, mais également de nouveaux imaginaires pour nous permettre d'imaginer justement ces futurs ensemble, au lieu de penser que le futur sera uniquement une privation de liberté. And so we work through all registers, art, music, policy, advocacy, and food, as we did here. And so we're trying to reach as many people as possible. This now 25,000 people, 240 events, and live streams, obviously, as well. Et pour réaliser justement cette mission, on travaille aussi bien avec l'art, les musiques, l'action publique, mais également avec la nourriture et la gastronomie, comme dans le cas de cette photographie qui présente un projet gastronomique qui a lieu justement à Ocean Space, avec les résultats des chiffres que vous avez pu voir à l'écran. That's it from me. So I hope this gives you an idea of the different registers that we're working with. The idea is not to somehow displace science. Absolutely not. We are true believers in science, but we want to relieve scientists from having to do everything. No, now scientists have to be communicators. They have to know how to engage people. They have to know how to be activists, and so we're trying to be good collaborators. And if you want to join the full program, please scan the QR code, and then you can see where we are.
Et notre intention n'est pas du tout de déplacer la science. Au contraire, la science doit être un allié dans cette recherche et dans ces missions planétaires. Et c'est pourquoi tous nos programmes se font en collaboration avec les chercheurs, avec les évidences scientifiques et avec les données. Et pour cela, je vous invite à scanner le QR code pour découvrir toutes les activités qui auront lieu pendant cette semaine de la conférence des Nations Unies. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup Marcus. Ce lien entre la science et la société, c'est aussi ce qui nous a beaucoup rapproché TBA 21 avec la fondation Tara Océan. La fondation Tara Océan, c'est une fondation qui a donc un petit peu plus de 20 ans d'existence et qui travaille justement à accompagner les scientifiques pour créer ce pont avec la société. On a des résidences d'artistes depuis aussi quasiment depuis le début du projet pour avoir ce dialogue entre la science et l'art qui permet parfois aussi d'avoir cet engagement des politiques. Alors moi, je ne suis pas très proche de l'art dans mon quotidien, donc ça va être un petit peu plus terre à terre et un petit peu plus centré sur les actualités de l'UNOC dans les dans les semaines et les jours à venir. Mais vous parlez un petit peu de ces enjeux de conservation de l'océan et notamment de ceux qui seront abordés dans ces prochains jours ici à Nice pendant l'UNOC. Donc la Fondation Tara Océan, c'est ce que je vous disais, notre rôle c'est vraiment de construire cet espace de dialogue efficace entre la science qui est produite à bord du bateau et les décideurs politiques ainsi que l'ensemble de la société. Mais là, on va s'intéresser plutôt majoritairement aux politiques parce que c'est le but de cette conférence des Nations Unies pour l'océan. Et donc, on est membre observateur à l'ONU et donc c'est ce qui nous permet d'être présents sur les négociations des 2 prochaines semaines, notamment dans beaucoup de conventions et de commissions. Alors là, je vous ai mis carrément des abréviations extrêmement barbares que vous comprendrez au fur et à mesure, mais donc la CNUC est donc la COP climat, celle-ci est la COP pour la biodiversité et celle-ci est le traité pour la haute mer. Et donc il faut avoir un statut d'observateur pour pouvoir avoir accès à ces négociations et c'est ce qu'on fait nous depuis un petit peu plus de 15 ans au sein de l'équipe plaidoyer. Pour revenir un petit peu en arrière sur ces enjeux de conservation de l'océan, alors j'ai bien aimé dans la présentation de Marcus le fait qu'on ait parlé notamment des enjeux de perception culturelle de l'océan. Moi, je dis là dans ma slide que la protection de l'environnement, elle devient un sujet extrêmement fort depuis très peu de temps, depuis à peine 50 ans et la convention notamment de Stockholm. C'est le cas d'un point de vue diplomatique, on va dire. Mais c'est vrai que dans énormément de sociétés, notamment dans les sociétés du Pacifique, comme celles qui ont été mentionnées par Marcus, on a cette intégration de la protection de l'environnement qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Mais cet UNOC, il est l'héritage d'une intégration et d'un enracinement de cet enjeu de la protection de l'environnement dans les discussions internationales depuis plus de 50 ans. Le premier temps fort qu'on a eu sur l'environnement, c'est la conférence de Stockholm, qui est parue juste après ce rapport absolument brillant, puisque 50 ans après, il est toujours d'actualité, The Limits of Growth, donc qui posait, qu'on appelle également rapport Meadows, qui était le rapport qui posait justement des limites à cette croissance infinie qu'on postule dans un monde fini et qui pose justement toutes ces limites à la croissance et ce besoin d'avoir une conservation des ressources naturelles. Et il est vraiment achevé, entre guillemets, au moment de 1992 et du sommet de la Terre de Rio qui vient consacrer cette notion du développement durable. Alors on est toujours dans cette notion de développement et de réintégrer l'environnement dedans, mais c'est vraiment la première convention qui vient intégrer cet enjeu de conservation de l'environnement. S'ensuit la Convention pour le climat, donc ces fameuses COP dont on parle régulièrement, les COP climat qui ont lieu de manière annuelle. Une convention qui est une autre COP spécifique cette fois à la protection de la biodiversité, qui fixe notamment les objectifs pour mettre des sanctuaires, des aires marines protégées, des zones de conservation. Et puis une qui nous concerne un petit peu moins parce que nos enjeux ne sont pas forcément ici pour la France métropolitaine en tout cas, mais une autre sur la désertification. Et on voit que l'océan, il avait un petit peu de mal à être mentionné là-dedans. Que ce soit dans la Convention sur la diversité biologique, on parlait beaucoup de la protection des forêts, de la protection des espaces terrestres, mais également dans la COP climat, on parlait beaucoup des activités à terre, mais il n'y avait aucune mention à l'époque de l'océan dans ces grands cadres. L'océan, il est arrivé extrêmement tardivement dans ces enjeux de diplomatie internationale et puis il est arrivé notamment en s'intéressant aux différents usages qu'on avait de l'océan, où certains États ponctuellement se sont mis d'accord pour se mettre d'accord autour de conventions et de traités. Le premier qu'on connaît le plus, c'est celui pour savoir comment est-ce qu'on régit la manière dont on navigue tous ensemble sur l'océan, l'Organisation maritime internationale.
On a également une sur l'océanographie et sur la science. Donc on avait cet enjeu de connaissance de l'océan, mais pas forcément de conservation. C'était vraiment axé sur la connaissance et sur la découverte des écosystèmes. Le programme des Nations Unies pour l'environnement a commencé à mettre dans certaines zones ce qu'on appelle des conventions de mer régionales, certains États qui se sont intéressés à mettre des accords. Il y en a un pour l'ouest de l'Afrique, il y en a un pour l'océan Indien, mais ça ne recoupe pas l'intégralité de l'océan. Donc on a ponctuellement des initiatives qui sont arrivées. La FAO s'intéresse notamment aux enjeux de pêche, préserver la ressource marine, pas forcément en protéger la biodiversité, mais en tout cas assurer la pérennité des stocks de pêche. Et puis une exception dans le droit international, qui est la CAMLAR, qui est la Convention pour la protection de la biodiversité en Antarctique, qui a été vraiment, je pense, le traité la plus grande réussite en termes de conservation de l'environnement de l'histoire, puisque c'est vraiment tous les États qui se sont mis d'accord pour protéger ces ressources marines antarctiques. Mais donc on avait un espèce de, et on l'a toujours, hein, une sorte de kaléidoscope de traités qui couvre pas l'intégralité de l'océan, pas l'intégralité des sujets, et on a vraiment tous ces sujets et toutes ces instances qui se recoupent. C'est assez difficile à comprendre, et donc cet océan, il est arrivé petit à petit par tous ces différents cadres qui se sont structurés. L'océan, il a été absent total des négociations sur le climat jusqu'en 2015 et aux accords de Paris, où il y a vraiment eu un gros effort pour intégrer cet océan, mais donc de 92 à 2015, on a passé plus de 15 ans, plus de 20 ans même, sans aborder l'océan dans son rôle sur le climat. Et puis, on avait un gros problème, c'est que si les États sont souverains, proches de leurs États, et peuvent donc protéger l'océan qui leur appartient, entre guillemets, on avait un gros trou dans la raquette pendant encore des dizaines d'années, qui était l'enjeu de la haute mer, qui est donc la majorité de l'océan, et c'est tous les eaux internationales au-delà de 200 000 des côtes, donc un petit peu moins de 400 km, et qui n'appartiennent à personne. Donc moi je voulais vous faire peut-être un focus sur ces deux grands sujets qui sont ceux un peu d'expertise de la Fondation, qui sont ces zones où en fait pour l'instant les lois sont extrêmement difficiles à comprendre, avec tous ces cadres différents qui viennent se superposer, et où en fait aucun État n'est souverain, et donc l'enjeu de conservation de l'océan et de protection de la biodiversité est vraiment un souci de diplomatie internationale extrêmement fort, qui sont donc la haute mer et les enjeux des pôles, qui sont d'autres zones internationales qu'on a dans l'océan. L'enjeu de la haute mer, c'est un sujet qu'on suit nous depuis plus de 15 ans. On l'appelle le traité BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, on refait un petit peu d'anglais pour se remettre dedans, donc la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Et ça, c'est un traité qui a commencé à être discuté il y a plus de 15 ans. L'idée, c'était de se dire, on avait tous ces cadres internationaux différents qui traitaient des activités en mer. On n'avait aucun texte international qui nous permettait de protéger la biodiversité en haute mer. Absolument aucun. On en avait un petit peu cette approche-là dans les enjeux de protection des ressources halieutiques, donc des stocks de pêche, mais pour protéger la biodiversité de manière globale, on n'en avait absolument aucun. Et donc les États, il y a 15 ans, se sont mis d'accord pour commencer à discuter d'un traité, un traité qui protégerait justement cette biodiversité en haute mer. Et les négociations ont duré pendant plus de 15 ans, ce qui est souvent le cas à l'ONU, hein, ça prend énormément de temps. Mais l'enjeu, en fait, il était assez fort parce que la haute mer, c'était quelque chose d'assez nouveau, où on devait avoir un lien extrêmement fort entre les négociateurs du traité et les scientifiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans haute mer, on n'a pas d'écosystème extrêmement bien connu. Nous, ici, vous habitez à Nice, vous devez certainement bien connaître vos herbiers de Posidonie qui sont juste en face de chez vous, que vous connaissez bien. On a une connaissance culturelle, hein, Marcus en a parlé aussi, une connaissance culturelle qui dépasse même la science, qu'on en a depuis très longtemps. Sur la haute mer, on ne savait pas trop ce qu'on protégeait. 5 km de profondeur partout dans l'océan, des animaux qu'on connaît plus ou moins, des baleines, des dauphins, des requins qui passent ponctuellement, mais aucune zone facile à identifier, qu'on est capable de protéger de manière identifiée. Et donc, il y a eu énormément de discussions, c'est ce qu'on a fait nous pendant 15 ans à la Fondation. Moi, j'ai rejoint la Fondation il y a un petit peu moins de 5 ans, et donc sur les 4 dernières années, j'ai accompagné justement les chercheurs pour qu'ils aient ce dialogue avec les négociateurs pour comprendre de quoi on était en train de parler. On parlait très majoritairement de plancton. Le plancton, c'est donc tous ces animaux microscopiques que vous retrouvez dans l'océan. Si vous pesez tout ce qui vit dans l'océan, c'est les 2 tiers de ce qui existe dans l'océan. C'est-à-dire que l'océan, c'est assez spécifique, mais l'immense majorité, c'est des choses qu'on ne voit pas de ce qui vit dans l'océan. Et donc la grosse majorité de ce qui devait être protégé était ce plancton.
Et donc on a dû faire énormément de liens entre les scientifiques et les négociateurs pour qu'ils comprennent que ce texte devait être adapté à ce qu'on devait protéger, c'est-à-dire majoritairement au plancton qui rend des services pour le climat, pour être sûr qu'on ait les stocks de pêche, etc., absolument fondamentaux pour l'océan. Ça, c'est une science qui est extrêmement récente. Le plancton, pour l'étudier, en gros, il faut faire des analyses de génétique. C'est comme ça qu'on l'étudie, nous, et de la microscopie. C'est des techniques qui sont extrêmement récentes. Le génome humain complet, on l'a eu il y a à peine 20 ans. Et donc ça, appliquer ça à des écosystèmes, notamment marins, extrêmement loin de nos côtes, ce sont des choses qui sont apparues dans les 10-15 dernières années, notamment avec l'expédition Tara Océan 2009-2013, qu'on a conduit pour appliquer ces techniques à l'océan. Et donc on était un petit peu en dialogue constant entre les négociateurs et puis la science pour qu'ils puissent bénéficier de tous ces nouveaux résultats qu'on avait et que le texte, à la fin, après 10 ans de négociation, puisqu'il a été décidé en 2013 et arrêté en 2013, on puisse avoir un texte adapté aux enjeux qui sont ceux de la haute mer. Parce que les enjeux, quand on parle d'ADN et d'études des écosystèmes planctoniques, on parle également beaucoup de bioprospection, c'est-à-dire des intérêts notamment privés qui vont également aller dans l'océan, prélever ce plancton, étudier les molécules qu'on peut y trouver et potentiellement identifier des molécules qui pourront avoir des intérêts extrêmement forts d'un point de vue monétaire, donc des applications pour la médecine, des applications pour l'agroalimentaire, etc., etc. On peut en imaginer beaucoup. Mais donc il fallait que ce traité, il traite de ce sujet-là. Et d'ailleurs, au tout début des négociations, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans le scope des négociateurs. Et donc potentiellement, les bénéfices qui vont être faits à partir de l'exploitation de ces molécules qu'on peut trouver en haute mer, qui sont donc un patrimoine commun, travailler également à ce que dans ce traité, on ait non seulement des enjeux de protection, mais également des enjeux de partage des avantages qu'on puisse avoir en haute mer. Ce traité, il est arrivé à terme en 2013, c'était la dernière session de négociation. Aujourd'hui, on travaille, et notamment ça va être un des enjeux absolument majeurs de l'UNOC, c'est qu'un traité, une fois qu'il est décidé à l'ONU, il faut qu'il repasse devant les États pour que les États le valident auprès de leur Parlement et disent « nous avons ratifié le traité » et il faut une quantité de 60 États ratifiant le traité pour qu'il entre en vigueur. Aujourd'hui, on est autour d'une vingtaine et l'objectif de l'UNOC, c'est d'avoir des États qui annoncent leur ratification au traité. Donc nous, c'est quelque chose qu'on va suivre extrêmement fortement et qu'on va pousser dans les 2 prochaines semaines. Ce traité, il va permettre également d'avoir beaucoup d'enjeux de coopération scientifique entre les États sur comment est-ce qu'on peut avoir des bénéfices générés à partir de cette haute mer qui vont vers les pays du Sud, notamment pour qu'on ait une coopération scientifique et un développement des capacités dans les pays du Sud. Et surtout, il nous permet enfin d'intégrer en haute mer des aires marines protégées. Tous les États, il y a 1 an et demi, ils se sont mis d'accord pour l'objectif 30-30. D'ici 2030, on doit avoir protégé 30% de la planète, donc 30% de l'océan. Sachant que la majorité de l'océan, c'est la haute mer, jusqu'ici, ce n'était pas possible, parce qu'on n'avait pas le traité haute mer qui nous permettait d'avoir ces aires marines protégées. Se repose donc, maintenant qu'on a le traité haute mer, la question de qu'est-ce qu'on va protéger encore en haute mer? Et le problème, c'est que toutes nos aires marines protégées qu'on connaît jusqu'ici, elles ne s'appliquent pas trop à la haute mer. Toutes les aires marines protégées qu'on met aujourd'hui, c'est des sanctuaires pour des espèces qu'on connaît bien, des requins, des dauphins, des poissons, ici de la Posidonie. Pour des questions côtières, où est-ce qu'on a des stocks de pêche, où est-ce qu'on a des pollutions assez fortes et donc on a des besoins de conservation, ou alors des sites d'intérêt économique, touristique, pour la plongée, etc. Ça, pour la haute mer, malheureusement, on ne va pas pouvoir l'appliquer. Donc c'est tout un enjeu aussi de faire en sorte que la science, elle puisse être portée auprès des politiques pour que le politique, qui est celui qui fait à la fin la décision de l'annonce de ces aires marines protégées, puisse avoir les connaissances de quels sont les écosystèmes que nous devons protéger en haute mer. Et comment on fait pour que ces critères-là qu'on a sur les zones côtières, là vous avez ce qu'on appelle le triangle de corail en Indonésie, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Malaisie, qui est la zone avec le plus de biodiversité au monde, là où les récifs coralliens sont le plus présents. Toutes ces aires marines protégées-là, elles ont été fixées sur des critères de présence d'écosystèmes absolument fondamentaux pour l'océan. Mais il va falloir que d'une manière ou d'une autre, on réussisse à protéger en haute mer des écosystèmes qui ont une pertinence et une connexion avec les écosystèmes qu'on a protégés également sur la côte. Donc avoir non seulement cet enjeu d'identifier les zones clés dans l'océan à protéger, mais également cet enjeu de faire en sorte que toutes nos zones protégées, elles puissent être connectées et avoir un intérêt de dynamique entre elles.
Et puis le second sujet sur lequel la Fondation travaille énormément et va continuer à travailler sur les années à venir, parce qu'on a un gros projet qui vient d'émerger ces dernières années, c'est les enjeux polaires. Les enjeux polaires se posent un peu le même problème que la haute mer, puisque en Arctique, on a en fait une poche de haute mer. L'Arctique, ce n'est pas un continent, il n'y a pas de terre en dessous. Et donc on a un océan arctique central qui constitue de la haute mer et qui va donc nous permettre, nous, de travailler également dessus. Et puis en Antarctique, des terres qui n'appartiennent à personne et qui sont donc sous un traité international. Nous, on travaille énormément sur l'Arctique. Depuis, on peut dire qu'on travaille dessus depuis 200 ans, parce qu'il y a 200 ans, à la fin du 19e siècle, Nansen, qui est donc un explorateur norvégien, a voulu aller atteindre le pôle Nord pour démontrer que justement l'Arctique n'était pas un continent mais bien un océan glacé. Et donc il a constitué une expédition avec ce bateau qu'on appelle le Fram pour réaliser une dérive depuis le nord de la Sibérie jusqu'à l'est du Groenland et s'approcher du pôle Nord pour à un moment pouvoir accéder au pôle Nord et démontrer qu'on était vraiment sur un océan de glace qui dérivait et que son bateau pouvait se faire prendre et dériver dans cet océan de glace. Alors lui, il l'a fait, ça a duré 3 ans. Nous, un siècle et demi après, on l'a refait, ça a duré 1 an et demi, ce qui a apporté aussi beaucoup de connaissances sur à quel point la calotte polaire avait énormément réduit dû au réchauffement climatique. Donc là, vous avez le Fram, qui a fait en plus moins de distance, en plus de temps, et là, vous avez Tara, qui est cette expédition qu'on a fait de 2006 à 2008, de se faire prendre dans cet océan arctique où on a vraiment un courant depuis le détroit de Bering, ici, entre la Russie et le Canada, et l'Alaska, pardon, jusqu'à l'est du Groenland, et donc on s'est fait prendre comme ça pour avoir cette dérive. Ça nous a permis d'avoir énormément de données, notamment sur ces écosystèmes marins arctiques, qui sont absolument inconnus aussi, parce qu'en Arctique, il faut bien se dire qu'il fait nuit pendant 6 mois. Pour l'instant, on ne peut y accéder qu'avec des brises-glaces, donc forcément, on détruit l'écosystème pour y accéder, et donc on a très peu de connaissances sur comment il fonctionne réellement. Et donc nous, on travaille dessus depuis un petit peu moins de 20 ans, et cette expédition Tara Arctique, et on y retourne à partir de cette année. Les premiers tests seront cette année, mais l'année prochaine, ce sera la première dérive, où on va refaire justement ces enjeux de dérive pour avoir des connaissances scientifiques qui vont nous permettre ensuite de porter ça auprès des décideurs politiques. Alors là, ces visuels-là, il n'est pas bon parce que comme ça, elle avait un petit peu de mal à naviguer, donc on l'a refait une forme un petit peu plus de bateau. Et c'est donc la station polaire Tara Polar Station qui a été livrée il y a 1 mois et qui va commencer à faire ses premiers tests dans quelques semaines, parce qu'elle est partie de Lorient la semaine dernière, et qui va nous permettre de réaliser, parce que ce que je vous disais, l'océan Arctique est donc un océan, on a juste cette banquise dans laquelle la Tara Polar Station se fera prendre et avoir ces prélèvements qui vont être les mêmes en fait que ceux réalisés sur Tara et qui vont nous permettre, comme ce qu'on a fait avec Tara, de connecter les scientifiques avec des politiques pour porter les enjeux de conservation de l'océan. Là, vous avez le bateau livré qui est parti donc de Lorient il y a quelques jours. Notre travail il va se centrer ici sur l'océan Arctique central et donc qui est donc une poche, la fameuse poche de haute mer qui n'appartient à personne. Et les États se sont mis d'accord en 2018, et c'était absolument historique, c'est qu'avec le recul au fur et à mesure de la calotte polaire, en fait, on a des espaces ici qui sont en train de s'ouvrir à tout un tas d'activités économiques. La première activité économique intéressante, évidemment, c'est la pêche, et on a eu ce moratoire de 16 ans, pour l'instant, pour retarder le début de la pêche industrielle dans cet océan Arctique central. Pendant l'UNOC, on va travailler à ce que ce moratoire s'étende à d'autres activités, notamment aux activités de tourisme qui commencent à être de plus en plus présents en Arctique et qui posent des vrais problèmes de perturbation de l'environnement, et également aux enjeux de transport maritime, puisqu'on a toute une voie maritime qui est en train de s'ouvrir, ce qu'on appelle le passage du Grand Nord, qui permet de relier l'océan Pacifique à l'océan Atlantique, ici, par le nord, le long de la Russie. C'est donc un des autres enjeux clés qu'on va avoir pour cette UNOC. Cette UNOC, c'est donc l'UNOC 3. Les deux premières conférences qui ont eu lieu, elles ont eu lieu en 2017 à New York. C'était la toute première conférence qu'on avait sur l'océan. C'était la toute première conférence qui nous permet de traiter de tous les enjeux de l'océan. D'habitude, nous, c'est exactement l'inverse. On va parler d'océan à la COP climat, puis parler d'océan à la COP biodiversité, puis parler d'océan en haute mer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On doit rapporter à chaque fois les enjeux océans dans toutes ces instances, idem pour le traité plastique, et ainsi de suite. La conférence des Nations Unies pour l'océan, c'est la première
conférence où on pouvait parler de tous les sujets ensemble, faire collaborer les sujets pêche, les sujets climat, les sujets transport maritime, et qu'on ait vraiment cette approche complète et intégrée de l'océan. Elle a été commencée en 2017, c'était la première conférence des Nations Unies, mais donc comme elle avait vraiment cet aspect très novateur, elle n'avait pas de mandat très spécifique, donc il n'y a pas spécialement grand-chose qui en est sorti. Et en 2019, l'Assemblée générale des Nations Unies a donc décidé d'en faire une conférence récurrente. Tous les 3 ans, on l'aurait. Et la suivante devait avoir lieu du coup en 2020. Évidemment, c'était le Covid, elle a été repoussée 2 fois. La deuxième, elle a eu lieu en 2022. Et elle a été accueillie par le Portugal, co-présidée avec le Kenya. Quelques résultats ont été annoncés, notamment dans la déclaration commune. Mais ce qui en est vraiment ressorti, c'est plutôt des annonces que les États ils ont fait à l'occasion de cette UNOC, et notamment une annonce de la France, qui était celle que la France rejoignait le moratoire pour commencer l'exploitation minière des grands fonds, qui est un autre des grands sujets de l'UNOC. Le problème, c'est que si je vous les liste tous, il y en a énormément, mais donc l'exploitation minière des grands fonds est un des gros sujets d'actualité également de l'UNOC. Il est là depuis 2022, en fait. Emmanuel Macron était venu justement pour annoncer que la France soutiendrait le moratoire pour l'exploitation minière des grands fonds, et ça avait été une des grandes annonces, parce que la France, en fait, on l'oublie un petit peu, mais c'est la deuxième puissance maritime mondiale, avec les DOM-TOM notamment, et les territoires d'outre-mer, excusez-moi. On a notamment un espace maritime absolument immense, et donc l'annonce de la France pour rejoindre ce moratoire avait été vraiment un des enjeux et une des annonces finales clés, mais les annonces des États avaient été un petit peu sans réelles annonces puissantes à ce moment-là. Et donc en 2023, la France et le Costa Rica ont annoncé vouloir faire de la 3e conférence des Nations Unies pour l'océan la première véritable avec une ambition politique forte. Pour l'instant, alors je dis ça avant la conférence, je dirais que c'est plutôt réussi parce qu'on attend 50 chefs d'État la semaine prochaine. Il y en avait eu maximum, il me semble, une dizaine qui s'étaient déplacés, sinon ils avaient envoyé plutôt leur ministre. Mais là, on va avoir déjà une représentation politique extrêmement forte la semaine prochaine. Donc ça, c'est un premier succès. Doivent suivre maintenant, évidemment, les annonces. Et les annonces, elles seront multiples. Vous avez en fait tout ce qui est en lien avec l'océan. C'est l'objectif de développement durable numéro 14, comme on l'appelle dans les objectifs de développement durable. Mais tous les enjeux liés à l'océan peuvent être traités au moment de cette UNOC. Vous allez avoir cet enjeu clé de ratification du traité sur la haute mer, pour qu'on puisse, dans les années à venir, avoir des aires marines protégées en haute mer. Vous allez avoir le soutien sur l'exploitation minière des fonds marins, qui est vraiment un moment extrêmement fort, parce qu'en fait, début juillet peut commencer potentiellement l'exploitation minière pour les fonds marins. Je pense que dans l'histoire des activités économiques qui ont eu lieu en mer, c'est la première fois qu'on a une décision politique aussi forte qui peut arriver avant qu'une activité économique ne débute. Et qu'on puisse donc appliquer ce qu'on appelle le principe de précaution. Si on n'est pas sûr de pouvoir exploiter correctement sans avoir un impact néfaste sur l'océan, on retarde l'exploitation jusqu'à ce que les scientifiques nous disent « ok, c'est bon ». Et en l'occurrence, l'enjeu sur l'exploitation minière des grands fonds, il est double. Il est que, on ne sait même pas ce qu'il y a au fond de l'océan. On connaît une portion extrêmement minime de ce qui existe au fond de l'océan. C'est des écosystèmes absolument uniques, parce que tous les écosystèmes sur Terre, qu'on connaît en tout cas, reposent sur la lumière comme la base de tout écosystème. Au fond, il n'y en a pas. Comment c'est possible qu'ils existent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Qu'est-ce que c'est? On ne sait même pas. Et donc, l'enjeu, c'est de repousser ça pour qu'on puisse découvrir, explorer, et ensuite, potentiellement, peut-être que ça n'arrivera jamais, avoir une exploitation qui est retardée et qui donc est maîtrisée. Et le dernier point, c'est cet objectif de 30% d'aires marines protégées d'ici 2030. Et donc là, un objectif de quantité. On va avoir beaucoup de nouveaux États qui vont venir annoncer des aires marines protégées ici à l'UNOC. Et un objectif de qualité, savoir qu'est-ce qui est réellement interdit dans les aires marines protégées. C'est un gros enjeu à l'échelle nationale aussi, savoir qu'est-ce que protègent réellement les aires marines protégées françaises. Et puis vous allez avoir 2 documents officiels qui vont en sortir. La déclaration politique. L'UNOC, en fait, c'est une assemblée générale de l'ONU. Tous les États sont là pour discuter d'un texte sur lequel ils vont se mettre d'accord. Évidemment, celui-ci, tout le monde se met d'accord, y compris des États un petit peu moins ambitieux. Donc forcément, ce n'est pas celui qui a le plus d'annonces et de puissance dans le contenu. En revanche, la France et le Costa Rica ont voulu ne pas passer à côté d'un texte trop mou et avoir un texte pour les États qui sont les plus ambitieux. Et on aura donc une deuxième annonce qui est celle, je pense, qu'il faudra le plus suivre, et c'est le plan d'action de Nice pour l'océan, qui sera donc des États volontaires qui proposeront des actions beaucoup plus poussées que celles qui seront discutées au moment de la déclaration politique officielle.
Donc c'est pour ça que votre ville, la semaine prochaine, se transforme en une espèce d'effervescence absolument folle de tous les enjeux océans possibles, puisqu'on va y parler de pêche, de pollution plastique, de protection de la haute mer, d'aires marines protégées, etc., etc. Et puis c'est la semaine prochaine, vendredi, le dernier jour de cette UNOC, qu'on pourra juger si ce Nice Ocean Action Plan, il apporte les réponses nécessaires pour cet océan, et si les États, puisqu'en fait c'est un peu une tribune aussi, une visibilité pour les États, auront des annonces individuelles qui nous permettront d'avancer sur tous ces textes internationaux. Merci beaucoup.